Salut, moi c'est Alec et je suis lead designer de Ether Real Estate. Ether Real Estate, c'est un sandbox single player qui se joue sur PC. Le joueur va incarner Lulu, un agent immobilier fantôme dans la ville hantée de Bootown. Il va le contrôler à la première personne avec le clavier et la souris. Lulu peut acheter et vendre des propriétés à l'intérieur desquelles il va pouvoir prendre, déposer, lancer, combiner, briser, tâcher et utiliser les objets qui l'entourent. Pour résumer la jouabilité en 4 mots, acheter, saccager, revendre, profiter. Qui joue à Ether Real Estate? Alors on a le streamer âgé de 18 à 35 ans qui cherche des jeux pour divertir son audience. Il ou elle utilise le jeu comme un jouet, le chat va lui donner des défis à accomplir extérieurs au jeu, et le jeu devient donc le point central de l'interaction. Ensuite on a le player. Ça, c'est un gars de 15 à 35 ans qui joue sur son divan avec des amis en backseat gaming. C'est un amateur de jeux ouverts et permissifs, il va aussi utiliser le jeu comme un jouet et il va faire connaître le jeu à ses amis qui le feront connaître au leur. Finalement, on a le grand frère, la grande sœur, eux ils sont âgés de 15 à 35 ans, ils cherchent des expériences à partager avec amis et famille, ils vont jouer dans des situations familiales et le jeu devient l'élément central de l'activité. Ils peuvent aussi utiliser le jeu pour familiariser des personnes de leur entourage qui sont moins habituées ou habiles aux jeux vidéo. On a identifié 3 jeux compétiteurs. Le premier, c'est Fall Guys. On l'a choisi pour sa jouabilité qui est accessible, son fort aspect social et le fait qu'il est autant agréable à jouer qu'à regarder. Mais c'est un jeu qui est compétitif, en ligne, ce qui peut en effrayer certains et où les tricheurs ruinent l'expérience. Deuxièmement, on a Surgeon Simulator. On l'a choisi parce que c'est aussi un jeu qui peut devenir un jouet, parce qu'il a un gameplay permissif et parce qu'il est autant agréable à jouer qu'à regarder. Par contre, la quantité de défis est relativement limitée et ses contrôles sont souvent décrits comme clunky, ce qui peut devenir pénalisant, voire même fâchant. Et finalement, on a choisi I Am Bread pour son thème totalement ridicule, les Easter eggs, et parce que vous l'aurez deviné, il est autant agréable à jouer qu'à regarder. Cependant, les contrôles et la caméra peuvent rapidement devenir des obstacles. Bon, puisqu'on avait le mandat de faire un jeu émergent, on a voulu donner la plus grande liberté possible à nos joueurs. On s'est dit que le genre le plus approprié pour faire ça, c'était le sandbox. Suite à ça, on s'est demandé, ok, comment on se différencie des autres sandbox? La réponse, en ayant des choix significatifs qui sont gérés par notre système économique unique, le marché immobilier fantôme. Une fois la base solide, on a séparé la jouabilité en 4. Progression spatiale, interaction avec l'environnement, interaction avec les locataires et achat et gestion de propriété. Alors pour la progression spatiale, les menus vont être navigables avec le fameux curseur et la souris. À l'intérieur de l'espace de jeu, le joueur va pouvoir se déplacer avec les touches WASD et contrôler la caméra avec la souris. Lorsqu'il va enfoncer la touche Shift, les murs qu'il va pouvoir traverser vont devenir légèrement transparents pour lui indiquer où il peut passer. Quand il va relâcher la touche, les murs vont redevenir solides. Le joueur ne pourra pas traverser d'objets au travers des murs parce qu'ils sont tangibles. Pour ce qui a trait aux interactions avec l'environnement, le joueur va pouvoir le manipuler de plusieurs façons. Il va pouvoir interagir avec certains objets et en prendre d'autres. Un objet pris va ensuite pouvoir être combiné, déposé ou lancé. Lorsqu'un objet considéré fragile est lancé, il brise. Lorsqu'un objet considéré sale est lancé, il tâche. Un objet sans caractéristiques particulières lancé est simplement soumis à la physique. En ce qui concerne les arrimages, la touche E sert à interagir avec les objets, le clic gauche sert à prendre un objet, mais si le joueur a déjà un objet dans la main, le clic gauche va servir à combiner cet objet-là avec d'autres objets combinables à sa portée. Le clic droit, lui, sert à déposer un objet. S'il est maintenu avant d'être relâché, il va lancer l'objet. Par exemple, si le joueur interagit avec la porte s'ouvre. Cette logique-là s'applique avec la majorité des électros, laveuse, télévision, etc. Si le joueur prend une clé et qu'il la combine avec un cadenas, il débarre le cadenas. Si le joueur prend un verre et le lance, le verre brise. Si le joueur prend un chaudron plein de sauce bolognaise et le lance au mur, il tâche le mur. Et si le joueur prend un simple soulier et le lance, le soulier rebondit. Voici ce à quoi ressemblerait une cuisine tachée de sauce. Le locataire, lui, c'est une intelligence artificielle qui est relativement simple. Il peut se déplacer, prendre et déposer des objets et percevoir certains événements. Le plus important, c'est que le locataire peut avoir peur. Toutes les mécaniques expliquées précédemment génèrent la peur. Cette peur-là s'affiche et s'accumule sur la jauge de peur du locataire. La twist, c'est que lorsque le locataire perçoit des événements clés, il va multiplier les points de peur qu'il génère. Par exemple, si le joueur lance de la sauce bolognaise et tâche le mur, il génère 25 points de peur.
Si le joueur lance cette même sauce bolognaise-là sur le même mur-là devant le locataire, eh bien, il génère 50 points de peur. Ceci étant dit, le jeu comprend 4 locataires et ils sont pas tous effrayés par les mêmes événements. Attention, certaines actions fatidiques peuvent tuer le locataire. Par exemple, un smoothie au javelisant, dentifrice et cravate laissé sans surveillance risque d'occasionner des dommages permanents. La mort du locataire engendre beaucoup de points, mais le joueur n'aura plus de façon de les doubler. Il sera important de générer le plus de points de peur possible parce qu'ils vont servir à établir la valeur de base de la propriété. Ils vont être convertis en argent lors de la phase de vente. Le joueur doit donc user de son imagination et utiliser l'environnement du mieux qu'il peut pour découvrir ce qui effraie le plus les différents locataires. Il pourrait avoir la brillante idée de boucher la toilette avec toutes les brosses à dents à sa disposition. Mettons. La dernière pièce du puzzle, c'est l'achat et la vente de propriétés. Le joueur commence dans son grenier. Ce grenier-là lui sert de hub et il va y revenir après chaque vente. Pour jouer, le joueur commence par acheter une propriété sur l'ordinateur qui se trouve dans la pièce. À l'écran, on va afficher l'argent total du joueur et 3 propriétés. Il va toujours y avoir le choix entre une propriété pouilleuse, standard et luxueuse. Elles représentent respectivement les difficultés faciles, moyennes et difficiles. Leur prix est aussi ajusté en conséquence. À chaque propriété va être attitré un locataire aléatoire et 3 acheteurs potentiels aléatoires. Le jeu va comprendre plusieurs acheteurs potentiels pour permettre une belle diversité au niveau de la jouabilité. Ces acheteurs-là vont tous avoir des intérêts différents et une liste de tâches qu'ils aimeraient voir accomplies dans leur future demeure. Lorsque le joueur achète une propriété, il va y rentrer. Pour ce qui a trait à la difficulté, plus une propriété est difficile, plus les défis sont complexes et plus la jauge de peur est difficile à remplir. Par exemple, dans une maison pouilleuse, la sauce bolognaise, elle est au frigo. Dans la maison luxueuse, les objets combinables sont tous éparpillés et la sauce doit être faite à partir de 0. Une fois à l'intérieur, les tâches des acheteurs s'affichent dans le menu du jeu pour permettre au joueur de les consulter quand il veut. Lorsqu'une tâche est complétée, l'intérêt de l'acheteur potentiel qui correspond va augmenter tandis que l'intérêt des deux autres va diminuer. Le niveau d'intérêt va correspondre au multiplicateur que l'acheteur va appliquer à la valeur de base de la propriété à l'achat. Les multiplicateurs varient d'acheteur en acheteur. La valeur de base va être révélée à l'étape de la vente, mais elle est fortement influencée par la jauge de peur. C'est donc tout à l'avantage du joueur d'essayer de la remplir du mieux qu'il peut. Si l'intérêt d'un acheteur atteint l'extrémité gauche de sa jauge d'intérêt, soit la valeur 0, il va quitter la vente et retirer des points de peur de la jauge de peur, ce qui va diminuer la valeur de base de la propriété. Il est donc vraiment important que le joueur alterne les tâches accomplies pour éviter de perdre des acheteurs, à moins qu'il considère qu'un multiplicateur soit vraiment alléchant et qu'il en vaille la peine. Quand le joueur est prêt à vendre, il ouvre le menu, appuie sur Open Visit et passe à l'interface de vente. Attention, en accédant à l'interface de vente, le joueur est averti que les points de la jauge de peur sont permanents et ils ne pourront pas être modifiés, même s'il décide de revenir dans la maison. L'interface de vente montre la jauge de peur et sa valeur en argent est dévoilée au joueur. On fixe maintenant la valeur de base. Il montre aussi les jauges d'intérêt, les tâches accomplies et les offres des acheteurs potentiels en fonction de leur multiplicateur appliqué sur le prix de base qui est maintenant établi. Le joueur a 2 options. Il retourne modifier la propriété ou il la vend à un des acheteurs. Si le joueur décide de retourner, c'est pour compléter des tâches dans le but d'augmenter l'intérêt des acheteurs pour débloquer des meilleurs multiplicateurs. S'il vend, il encaisse l'argent et retourne au grenier. L'argent gagné par le joueur peut être dépensé de 2 façons. Il peut servir à acheter des propriétés plus difficiles qui génèrent plus de profit, mais elles risquent d'être difficiles à accomplir. C'est ici qu'entrent en jeu les habiletés passives. Les habiletés passives sont achetées à un nécromancien qui vit au sous-sol du grenier. Et oui, ce sont des multiplicateurs invisibles qui, une fois débloqués, vont permettre aux joueurs de compléter les propriétés plus difficiles. Un exemple d'habileté passive pourrait être que toutes les actions génèrent 2 fois plus de peur. Le jeu n'a pas vraiment de fin à proprement dit. Le joueur peut débloquer l'entièreté du jeu, soit toutes les habiletés passives et la propriété la plus luxueuse, et continuer à jouer comme bon lui semble. Le joueur ne peut pas vraiment perdre non plus, dans la mesure où il n'arrive pas à obtenir une valeur de base suffisante à la vente, mais il peut perdre de l'argent, et s'il n'a plus assez d'argent pour acheter une des propriétés, il va quand même toujours pouvoir acheter la propriété la moins chère. Par contre, le montant emprunté, soit la différence entre le prix de la maison et l'argent du joueur au moment de l'achat, va être déduit du profit qu'il va en tirer. Ici, on pourrait facilement voir des joueurs et des joueuses qui essaient d'accumuler la plus grosse dette possible. Pour résumer la jouabilité, voici à quoi on peut s'attendre en tant que joueur. Le joueur commence en achetant l'une des 3 propriétés qui lui sont offertes. Il va la hanter, l'ouvrir aux visites et la vendre. Le profit qu'il va en tirer va lui permettre de débloquer un passif qui va augmenter ses futurs profits.
Le joueur achète une nouvelle propriété des 3 qui lui sont proposées et boucle la boucle. En début de partie, le joueur n'aura pas assez d'argent pour acheter des propriétés standards et luxueuses. Il va devoir apprendre et expérimenter quelques maisons faciles avant de se mesurer au niveau de difficulté supérieur. Donc, Ether Real Estate, ça prend forme dans un univers qui chevauche la réalité et le fantastique, dans lequel Lulu, un fantôme agent immobilier, tente de faire ses preuves sur le marché immobilier compétitif de Bootown. Si certains décident de s'abandonner au marché immobilier fantomatique capitaliste, d'autres vont prendre qu'un malin plaisir à tourmenter les humains qui y habitent. Mis à part Lulu, les autres personnages d'Ether Real Estate, c'est les locataires des maisons qu'il faut hanter. On a d'abord Marie-Ève et Jacob, qui sont en couple depuis 5 ans, Adrien, un étudiant travaillant, et Wilfrida, une vétérante de l'armée difficile à cerner. On a ici une modélisation 3D de Marie-Ève pour donner une meilleure idée de ce à quoi les personnages pourraient ressembler. Le jeu ne contient pas d'inventaire à proprement parler. Les mains du joueur sont toujours visibles à la première personne et lui permettent de voir les objets qu'il transporte. Le HUD est très important pour nous. Il faut qu'il transmette une grande quantité d'informations, rapidement et de façon intuitive. C'est pourquoi on s'inspire de Left 4 Dead. Chaque objet à portée du joueur émane d'une couleur qui représente la mécanique associée. Les objets qui luisent d'une couleur blanche, comme ici la pâte à dents et la télévision, peuvent être soit pris ou interagir avec le joueur. Lorsque le joueur tient un objet dans sa main, les objets qui vont luire d'une couleur verte vont signifier qu'ils peuvent être combinés avec l'objet tenu. Si les objets luisent en rouge, c'est pour signifier qu'aucune action n'est possible avec l'objet qui est tenu dans la main. Chaque action va être accompagnée d'un son distinct pour faciliter l'assimilation chez le joueur. Si notre code de couleur et les sons s'avèrent inefficaces, on va ajouter des petits prompts qui vont indiquer les actions possibles et les touches requises pour les faire. Pour éviter que le joueur se trompe ou commette des accidents en cliquant trop rapidement, la majorité des actions vont nécessiter de maintenir une touche enfoncée. On va ajouter une petite barre de chargement autour du réticule pour indiquer le temps requis pour compléter l'action. Le système de génération de propriétés est relativement simple. Chaque niveau de difficulté va avoir un layout par locataire pour un total de 9 layouts. À l'intérieur de ces layouts-là, il va y avoir des spawn points ordinaires et des spawn points importants. Le système de génération de propriétés va contenir la liste des props ordinaires, tomates, pâte à dents, chaudron, et la liste des props importants, clés, code secret du coffre-fort et autres. Quand le jeu génère une propriété, il va commencer par identifier la difficulté. Suite à ça, il va choisir l'un des 3 layouts et, selon la difficulté, il va y faire apparaître des props ordinaires et importants. Plus la difficulté est élevée, plus les props apparaissent aléatoirement. Les murs extérieurs vont toujours être impossibles à traverser, mais certains murs intérieurs vont l'être aussi pour ajouter des éléments de résolution de puzzle. Le level design va être crucial pour permettre des déplacements fluides et agréables et pour placer les spawn points des props importants pour ne pas rendre la complétion des niveaux impossible. L'ébauche de droite montre ce à quoi un niveau pourrait ressembler. On va y retrouver des objets interactifs, des objets qui peuvent être pris, notamment la clé qui est en dessous du lit, qui va servir à débarrer la porte, ainsi que notre fameuse sauce bolognaise. A noter que si le joueur obtient le layout de Marie-Ève et Jacob, un seul AI va être présent dans l'appartement. Les propriétés vont seulement être occupées d'un seul locataire à la fois. Qui dit locataire différent dit aussi meubles différents et personnalisés. On aimerait beaucoup créer un asset pack par locataire pour personnaliser leur propriété. Advenant que ça engendre une trop grosse charge de travail, ce serait possible de modéliser un seul asset pack et de le retexturer pour chaque locataire. Ça nous permettrait de réutiliser beaucoup de contenu et ça limiterait la quantité de travail. Par exemple, ici on a utilisé un seul modèle de divan qu'on a texturé pour chacun des locataires. On veut appliquer le même principe aux difficultés. On aimerait pouvoir identifier le niveau des propriétés par l'état de certains meubles, comme le divan. Dans les propriétés pouilleuses, les meubles seraient défraîchis, dans les propriétés standards, les meubles seraient propres, et dans les propriétés luxueuses, les meubles seraient extra fresh. L'état des meubles serait texturé, ce qui nous permettrait de réutiliser nos assets et de sauver du travail. Admettons que ce divan-là, c'était le divan d'Adrien. Voici une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler de retexturer pour les différentes difficultés. Si le temps venait vraiment à manquer, ce serait vraiment facile de compenser le travail inachevé en achetant des assets packs et des props packs. Juste pour être sûr, on en a déjà trouvé quelques-uns qu'on a ajoutés en annexe si vous jugez pertinent de les consulter. La beauté de nos systèmes, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour créer de nouvelles mécaniques sans pour autant avoir à les programmer. Par exemple, à gauche, les systèmes associent des propriétés à des objets. Télévision, porte et machine à laver sont interactable. Chandail, sauce bolognaise sont pickable et stainable. La clé, la tomate et le chaudron sont pickable et combinable.
Le verre et le cadre sont pickable et combinable, et les comptoirs et les murs sont stainable. À droite, on crée des mécaniques à l'aide de ces systèmes-là. La mécanique tacher un chandail, elle n'est pas hard-codée dans le jeu. Elle prend forme quand on prend la tomate, qu'on la combine avec le chaudron, ce qui nous donne une sauce bolognaise. Cette sauce-là, on peut la prendre et la lancer sur un chandail qui est tachable afin de le tacher. La même logique s'applique pour débarrer la porte. La mécanique prend forme quand on prend la clé, qu'on la combine avec le cadenas et qu'on ouvre la porte en interagissant avec. C'est ce système technique-là qui va nous permettre de réutiliser notre code pour créer une tonne de combinaisons sans avoir à tout programmer individuellement. Tous nos systèmes ont été réfléchis en logigramme simple pour instaurer une logique. Par exemple, pour la classe Breakable, lorsque le player throw un objet considéré breakable, l'objet hit une surface pour être ensuite détruit. Une fois la logique instaurée, chaque logigramme a été transformé en classe et réfléchi de façon pas mal plus technique pour en faciliter la programmation éventuelle. Ici, la classe Breakable se trouve à gauche. Au milieu, on voit la façon dont la classe va interagir avec les différents acteurs du jeu. Ce schéma-là vérifie la propriété de certains objets, notamment sa vélocité et s'il peut être détruit ou non. À droite, on va associer les parties du logigramme simplifié au schéma technique. Tous les autres logigrammes complexes vont être en annexe de cette présentation-là si vous jugez pertinent de les consulter. Bref, vous vous demandez toujours pourquoi jouer à Ethereal Estate? Eh bien parce que vous pouvez lancer, briser, effrayer et saccager. Tout est permis pour tourmenter les humains qui habitent les maisons que vous vendez à des compagnons fantômes. Parce que l'envie d'être un vrai douchebag vous démange, soyez-en un après la mort. Votre morale est décédée en même temps que vous de toute façon. Et finalement, investissez dans Ethereal Estate pour vous enrichir ou pour vos simples et malins plaisirs. Là, vous vous demandez pourquoi travailler sur Ethereal Estate. Mais parce qu'en tant qu'artiste, vous aurez la chance de travailler sur un jeu de fantômes mathématiques totalement loufoque, avec des personnages archétypes comiques qui ont besoin d'assets packs qui leur correspondent. Vous allez pouvoir travailler sur un UI épuré, sur des menus pleins d'icônes, vous avez une liberté créative au niveau des props et des easter eggs, faites tout ce qui vous passe par la tête. Mais le plus important, c'est qu'on a une quantité de travail flexible et ça diminue le stress. Les designers, eux, ils vont pouvoir concevoir des level design ingénieux, venir remplir le squelette d'un design économique significatif qui n'attend qu'à être garni et balancé. T'en veux de la feuille Excel? En v'là. Ils vont pouvoir concevoir et réfléchir à des habiletés passives. L'intelligence artificielle présente un beau défi parce qu'elle doit être simple mais constante et il y a aussi de la place pour raconter une histoire au travers l'environnement. Et finalement, pour nos programmeurs, la logique est là. L'intelligence artificielle est simple, le framework est déjà établi et il est malléable. Il reste plein de place pour des améliorations et de l'optimisation. Et finalement, pourquoi retenir Ethereal Estate? Eh bien parce que c'est un jeu plaisant et accessible qui pourrait facilement voir sa thématique un peu atténuée pour bien représenter l'UQAT dans les événements. Parce que c'est un jeu qui comble les besoins de tous les étudiantes et étudiants. Parce que chaque partie du scope est malléable pour pallier aux imprévus et parce que toutes les mesures ont été prises pour réduire le niveau de risque au minimum. Avec Lulu et Ethereal Estate, vous êtes entre de bonnes mains. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute.